Et bienvenue dans ce 98e Rendez-vous du Futur. Toute l'équipe des Rendez-vous du Futur, toute cette équipe, toute cette joyeuse équipe se joint à moi pour vous remercier de votre fidélité parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à ces soirées atypiques. Ces soirées ici, en public, au Cube, vous êtes nombreux. Alors on va pas retourner la caméra, de toute façon vous verrez pas parce que vous êtes dans le noir, mais vous êtes nombreux. Vous êtes également en direct nombreux sur les réseaux. On peut pas non plus tourner la caméra, mais on sait que vous êtes nombreux à nous regarder. Merci aux équipes du Cube, de JD Carré, de Triple C. Merci à notre parrain Joël Deroné qui, je le sais, suit de très près le projet. Un projet qui illustre finalement pas mal ce qu'est la confiance, l'amitié, la passion et l'envie de créer des challenges. Bref, un projet fou qui nous suit depuis 2010. Rodolphe Gélin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre invité ce soir. Merci beaucoup d'avoir accepté le jeu de ce questionnement prospectif. Merci à vous. Merci parce qu'on sait toujours comment ça démarre et on ne sait jamais vraiment où ça nous mène. Nous savons juste que nous atterrissons toujours après un voyage éclairant d'une petite heure. Et alors j'ai le plaisir de copiloter cette émission avec Nils Ezosmanov. Nils, bonsoir. Nils, vous êtes toujours président du Cube. Et non mais comme à chaque émission, depuis 2010, ça fait la 98e fois que je vous présente, mais il faut quand même renouveler. C'est toujours pas la 100e. On a l'impression qu'elle s'éloigne, la 100e, plus on l'approche. Nous serons rejoints tout à l'heure par un petit nouveau, un dénommé Ajax, j'en dis pas plus, et nous aurons aussi quelques autres petites surprises. Alors permettez-moi, Rodolphe, de vous présenter en quelques mots et avec votre collaboration. Je vais vous faire bosser. Avec quelques petites questions, une question toute binaire, toute basique. Quand un enfant vous demande ce que vous faites dans la vie, vous lui répondez quoi? Que je fabrique des robots. Tout simplement. Oui, c'est ça, c'est bien comme boulot parce que c'est facile à expliquer et tout de suite les gens comprennent et on me des tas de questions en général. Et alors, ils ont toujours des référentiels, j'imagine. Un enfant, moi je sais que je suis dedans, donc c'est R2D2, c'est 3PO en ce moment. Et c'est comme ça que vous arrivez à lui expliquer le... En général, oui, les enfants connaissent quasiment mieux que moi les robots, donc ils m'expliquent plutôt des choses. Ils me demandent est-ce que mon robot il fait ci, est-ce qu'il fait ça, est-ce qu'il est comme R2D2. Donc j'explique que voilà, on est plutôt comme 6PO que comme R2D2, en tout cas les robots qu'on fait. Mais en effet, là, ce qui est vraiment amusant avec la robotique, c'est que c'est une technologie qui arrive après l'imaginaire. Il n'y a pas tellement de technologie comme ça où on a d'abord... imaginer l'objet et après la science a couru derrière pour essayer d'avoir l'invention qui était à la hauteur de l'imaginaire. Et donc c'est à la fois excitant parce qu'on court derrière tous nos rêves d'enfants et c'est à la fois très frustrant parce que les gens disent ah mais à la télé les robots ils font ça et le tien il le fait pas. Voilà. Donc on est pris en tenaille entre les deux. Une petite question espoir maintenant. Votre formation c'est quoi? Moi je suis ingénieur des ponts et chaussées et j'ai fait un DEA d'intelligence artificielle en même temps. Faut forcément faire tout ça pour travailler dans la robotique? Ça dépend ce qu'on veut faire dans la robotique. En effet, plus on fait, on peut faire même une thèse après, comme notre invité précédent, pour pousser plus loin ses connaissances scientifiques. Donc il y a de tout dans la fabrication des robots, mais en effet, on prend plutôt des gens qui ont fait de longues études. Une question, alors ça peut être appelé la question qui tue. Moi, j'appelle ça la question rencontre. Est-ce que vous avez un ou deux tipping points, une ou deux rencontres qui vous ont fait basculer justement vers ça? Et ça peut être dès l'âge de 3 ans. Hein, Alors c'est pas aussi vieux que ça. Je pense à 16 ans, j'avais un copain qui faisait un peu d'électronique et donc ensemble on a joué un peu à fabriquer des objets qui bougent. Ça a été ma première rencontre. La deuxième rencontre, ça a été, je commençais après à faire des robots au commissariat à l'énergie atomique. Et là, j'ai rencontré une personne handicapée, très lourdement handicapée, et pour lequel, justement, le CEA développait un robot. Et j'ai fait connaissance avec tout ce monde du handicap, où on s'aperçoit que la technologie peut vraiment leur rendre de grands services. Avec aussi, encore une fois, là, le problème qui est qu'on va faire des prototypes, on va dire, ouais, je vais faire des robots qui vont faire ci, qui vont faire ça, et puis les personnes disent, bon, alors il arrive quand? Et on dit, bah, ça c'est toujours un prototype, attends un peu, il faut que le produit arrive. Et donc, on donne quasiment parfois des faux espoirs à tous ces gens-là, mais ils sont, voilà, on se fait accompagner par eux et ça donne un but à tous nos travaux. Et puis le dernier que je veux citer, c'est Bruno Maisonnier, qui est le fondateur de la société qui s'appelait Aldébaran à l'époque et qui m'a embauché pour faire des robots humanoïdes qui sont le rêve de, je pense, tout ingénieur roboticien. Une question qui fait référence à la petite chronique que nous avons vue dans le Feur tout à l'heure, une question 8 mars.
Si je vous dis, évidemment, il y a beaucoup de noms de robots qui finissent par O, donc c'est très, très genré, très, très masculin. C'est quelque chose que vous entendez souvent, mais c'est vrai, Nao, Astro, alors il y a Pepper aussi. Il y a Pepper. Mais il y a Roméo, et une des femmes robots, je sais pas comment, une des robots les plus connues, Sophia, elle fait vraiment peur. Comment on peut l'expliquer? Est-ce qu'on peut l'expliquer? Alors on passe beaucoup de temps à trouver des noms qui sont bien. Sur l'histoire de Nao, par exemple, personne ne sait très bien quelle est l'origine du nom Nao. C'était à l'époque de Matrix, il y avait le héros Neo, voilà, qui avait un peu inspiré Bruno Maisoni à cette époque-là. Voilà, le robot, c'est vrai qu'il est. Alors, quand on le fait masculin, les gens disent bah c'est un guerrier, ça fait peur. Et puis quand on le fait plus féminin, on nous dit ouais c'est parce que vous êtes des obsédés sexuels, vous voulez des jouets. Donc de toute façon, on est coincé. Donc le mieux, c'est de faire des robots qui soient assez. Alors surtout quand on fait des robots qui sont un peu anthropomorphes, forcément la question se pose est-ce que c'est un homme ou une femme? Et sur notre robot Pepper, par exemple, les avis sont très partagés. Au Japon, ils sont convaincus que c'est un homme. Et nous, en Europe, on imagine plutôt que c'est une femme. Bah, je dirais que c'est une réussite. Ça prouve qu'on a réussi à faire un objet qui est au milieu. Au milieu, voilà. Et ça veut dire qu'à chaque fois que vous imaginez un robot, c'est comme un ouragan en fait. Vous mettez tous autour d'une table et vous vous dites tiens, et si on l'appelait un tel, un tel, un tel? Oui, il y a des brainstorming, il y a des contraintes aussi de propriété. Voilà, aujourd'hui, c'est tellement contraint que quand vous avez une idée géniale de nom, vous allez voir un peu partout. Ah, maintenant, quelqu'un a déjà eu cette idée. Donc c'est très très difficile de trouver un nom. Il n'y a pas une année d'été, une année d'évé, une année des noms. Pas encore. Ouais. Ça marche pas. Ça, comme pour les chevaux, ouais. Mais on s'y dirigera peut-être. Ouais, peut-être. Une dernière question, une question que Niels va pas aimer, parce que c'est une question spoiler de Niels. Est-ce qu'on verra un jour un robot empathique, selon vous? Et doit-on le craindre? Je dis spoiler parce que je sais que c'est un thème qu'il affectionne et qu'il va forcément aborder. Pourquoi faudrait-il le craindre? Oui, le robot doit être empathique. Il doit, dans le sens où il doit percevoir l'état émotionnel de la personne en face de lui. Donc, en ce sens, c'est absolument nécessaire que le robot, parmi tous les critères qu'il prenne en compte, la chaleur qu'il fait, le geste que vous êtes en train de faire, mais aussi votre humeur, parce qu'il doit adapter sa façon de se comporter à votre humeur. Et donc, je pense que l'empathie, c'est une des fonctions de base aujourd'hui pour un robot avec lequel on doit partager son quotidien. On y reviendra un peu tout à l'heure, Niels. Mais maintenant, merci beaucoup Rodolphe de vous être présenté, du coup, quasiment tout seul. Ce soir, on va lancer un nouveau rendez-vous. Dans l'équipe des Rendez-vous du Futur, quand on a une idée, plutôt que de la marketer, de se la vendre les uns les autres, plutôt que d'essayer vraiment de nous convaincre, en fait, on le fait. On prend l'initiative, on le fait, et puis on y va, on expérimente. Et c'est ce qu'a fait Jérémy de la JD Carré, coproducteur des Rendez-vous du Futur. Il s'est dit, tiens, je vais faire une revue de presse, et puis tiens, ça sera un nouveau rendez-vous, et puis tiens, de toute façon, je vous l'impose, c'est comme ça, c'est une expérience. Donc c'est une expérience forcément réussie, parce qu'on va le garder. Et donc, merci beaucoup Jérémy, et merci à Coralie d'ailleurs, c'est la voix que nous allons entendre dans ce nouveau rendez-vous, la revue de presse avec la JD Carré. Pour cette revue de presse, et comme l'invité de ce Rendez-vous du Futur est Rodolphe Gélin, je me suis intéressée à ce qui s'est écrit sur le web ces dernières semaines concernant les intelligences artificielles et la robotique. Je commence donc avec Libratus et un article daté du 1er février sur numerama.com qui revient sur la victoire de cette intelligence artificielle qui, grâce au deep learning, a battu lors d'un tournoi de 20 jours 4 champions de poker. Nous lui avons donné les règles de base et nous lui avons dit « Apprends par toi-même », s'exprime Noam Brown, l'un des concepteurs du programme, dans un article du 5 février paru sur epochtime.fr. Article qui pose également la question de savoir s'il faut s'inquiéter qu'une intelligence artificielle soit en mesure de bluffer, donc de mentir. Intelligence artificielle toujours avec l'essor des assistants personnels. Comme le rapporte un article du blog de Triple C du 3 février, l'assistant personnel d'Amazon, Alexa, a fait un tabac au dernier CES de Las Vegas, notamment grâce à la batterie d'objets connectés avec laquelle elle est compatible, comme la paraît-il incroyable cuisine Whirlpool, décrite le 4 janvier 2017 par Suffi.fr. Au-delà des progrès de la domotique, cela induit bien que les assistants personnels et donc les intelligences artificielles vont de plus en plus se développer pour faire fonctionner l'écosystème connecté dans lequel nous nous apprêtons à vivre. Il est d'ailleurs intéressant de se pencher à ce titre sur un article d'Uzbek Erika qui explique que le job à la mode dans les startups de la Silicon Valley est celui de poète. Leur mission, humaniser Alexa, Siri ou Cortana en proposant aux utilisateurs de meilleures interactions avec ces machines. L'article cite également le robot Pepper qui est en mesure de lire le langage corporel de ses interlocuteurs et pose la question de savoir si les utilisateurs veulent vraiment utiliser des objets si proches de l'humain.
Et pour finir, restons chez Uzbek Erika avec un article de janvier qui revient sur 5 domaines dans lesquels le robot aurait surpassé l'homme en 2016. Le jeu de Go, exploit désormais rendu obsolète donc par Libratus. La chirurgie, où en mai 2016, un robot appelé Star a pratiqué de manière totalement autonome et avec une dextérité incroyable une opération. La peinture, où un robot a trompé les meilleurs experts en peignant un Rembrandt à la perfection, ce qui soit dit en passant pose une question, les robots feront-ils un jour preuve de créativité? La guerre, sujet sur lequel il n'est pas drôle de s'attarder, et le sexe, même si là l'article avoue faire un peu d'anticipation sur la sortie prochaine des robots sexuels créés par l'entreprise californienne Abyss Création. Dans tout ça, la question d'une taxe robot s'est invitée dans la campagne présidentielle par l'intermédiaire de Benoît Hamon. Et si l'idée n'est pas tout à fait nouvelle, elle a récemment eu le soutien de Bill Gates et va s'installer dans les débats du Parlement européen. Ce dernier a adopté le 12 janvier le rapport de l'eurodéputé Mady Delvaux concernant les règles de droit civil sur la robotique. Alors, comme l'écrit Nathalie de Villiers dans un article paru sur latribune.fr le 24 janvier, taxer le travail des robots et leur offrir un statut légal, le débat est maintenant lancé. Merci JD Carré, merci Coralie pour cette revue de presse, cette grande première. Moi je décide qu'on le garde, de toute façon c'est comme ça. Maintenant dans chaque rendez-vous du futur, on va garder cette revue de presse qui pose bien le décor et qui c'est comme une piste de décollage pour Nils. Rodolphe, je vous laisse dialoguer avec Nils. Je m'initierai de temps en temps, mais enfin c'est pas sûr. Merci, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Moi j'ai lu votre livre avec vraiment beaucoup de plaisir, je le recommande parce que j'en avais lu quelques-uns sur les robots et celui-là je l'ai lu d'une traite. Voilà, et vraiment je le trouve passionnant, notamment parce qu'il pose énormément de questions sur le futur commun qu'on va avoir avec ces robots. Alors pour comprendre ce futur, je vous propose de démarrer 400 ans avant Jésus-Christ avec 400 ans avant Jésus-Christ, c'est ça, avec Aristote, que je cite, « S'il était possible à chaque instrument, parce qu'il aurait reçu l'ordre ou par pressentiment, de mener à bien son œuvre propre, alors les maîtres d'œuvre n'auraient pas besoin d'exécutants, ni les maîtres d'esclaves. » Je vais la redire parce que je trouve que c'est absolument fondateur de tout ce qu'on va se dire après. Donc Aristote, 2400 ans avant Jésus-Christ, dit « S'il était possible à chaque instrument, parce qu'il en aurait reçu l'ordre ou par pressentiment, de mener à bien son œuvre propre, alors les maîtres d'œuvre n'auraient pas besoin d'exécutants, ni les maîtres d'esclaves. » Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que les robots, en fait, ont toujours existé dans l'imaginaire collectif. Oui. Oui, j'avais d'ailleurs cité ce passage dans un de mes premiers livres. Donc, en effet, c'est une référence dans notre domaine. Et c'est le rêve du plus grand nombre. Et c'est même assez sympa de voir que, alors qu'à une époque où l'esclavage était monnaie courante, voilà, il évoque le fait que ça serait presque bien de pouvoir s'en passer des esclaves. Et c'est le bon côté de la robotique, c'est qu'en effet, il y a des travaux, enfin c'est la première robotique, la robotique industrielle, où il y a des travaux qui sont difficiles, qui sont peu valorisants, voilà, qu'on peut confier à des machines. Et il pressentait bien qu'au début, c'est des machines qui seront très simples, mais de plus en plus, la machine va être dotée, alors je ne sais pas comment il imaginait que ça puisse se faire, mais voilà, plus la machine pourra traiter de l'information, plus elle pourra rendre des services qui sont compliqués, et même, et ça c'est vraiment très très moderne, anticiper les besoins de son utilisateur. Et là, on est en plein dans l'empathie. Le robot, comme il était décrit là, il perçoit l'intention de la personne, ou l'outil en question, et il va rendre le service avant même qu'on lui demande. Et donc ça veut dire que cet objet, il fait extrêmement attention à nous. Vous avez dû voir aussi cette étude qui a été illustrée, donc c'était en 1900, à l'occasion de l'exposition universelle. On avait demandé aux gens de représenter l'an 2000. Et en fait, parmi ce qui était ressorti et qui avait été donc illustré par des dessins, c'est la robotique qui était extrêmement présente. On voyait des robots en train de cultiver les champs, on voyait des robots en train de jouer de la musique, des robots en train de faire le ménage, en train de coudre, etc. C'était en 1900. Donc les gens avaient, là encore, complètement anticipé ce futur avec la mécanisation industrielle. C'était peut-être déjà plus facile à imaginer. Mais donc, la question que je voudrais vous poser, c'est si de la même manière on essaye de se projeter maintenant 100 ans plus loin, est-ce que quelque part ce qu'on se dit aujourd'hui assez naturellement, qui est que les robots vont nous remplacer dans le travail, est-ce que oui, c'est pas clairement ce qui va arriver?
Alors nous remplacer dans le travail, ça dépend un peu des travaux. Certainement, il y aura des types de métiers qui vont disparaître de la même façon que voilà, le maréchal Ferrand trouve plus de boulot aujourd'hui. Donc il y a des tas de métiers qui vont changer, des métiers qui sont en effet, comme on l'avait dit, c'est ça qui avait été remarquable. On avait dit oui, avec la mécanisation, c'est plutôt des métiers avec un peu faible niveau d'études qui ont été remplacés. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on va avoir des systèmes qui peuvent commencer à rédiger des rapports tout seuls, à faire de l'analyse de radio. Donc on a le niveau de métiers dans lesquels le robot peut venir aider les personnes monte de plus en plus, mais il y a toujours des métiers, à mon avis, qui sont pour longtemps à l'abri de la robotisation. Par exemple, le plombier qui vient réparer chez vous la fuite, il y a quand même, je ne sais même pas si dans 100 ans, on sera capable de faire un robot qui soit capable qui aura la dextérité suffisante pour venir changer un joint qui fuit sous votre évier. Finalement, les métiers qui risquent de disparaître, c'est plutôt effectivement les métiers qu'on peut modéliser, reproduire facilement, les métiers où on répète les mêmes tâches, et puis à l'opposé, les métiers très 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 experts, parce que là encore, on a complètement modélisé des processus, et c'est entre les deux finalement où c'est plus compliqué. Voilà, modéliser des processus, ou en tout cas où ça repose sur énormément de données, et en fait, il faut bien reconnaître que les machines, elles sont beaucoup plus fortes que nous pour traiter de la donnée, pour traiter de l'information. Elles n'oublient rien. Elles peuvent avoir dans le cerveau des millions de fois de plus d'informations que nous, jamais rien oublier, faire des corrélations. Voilà, donc ne nous trompons pas de combat. C'est vrai que si vous essayez si votre but c'est de battre un ordinateur aux échecs, c'est perdu d'avance. Trouvez-vous d'autres objectifs dans la vie. Alors, ce que je vous propose, ça va être de parcourir un petit peu votre livre, mais je dirais dans la structure qu'il a déjà. Hein, on va voyager dedans ensemble. Et donc, on va démarrer par ce que vous faites très bien au début, c'est déjà commencer par expliquer un peu c'est quoi un robot, tout simplement, qu'on comprenne, qu'on y voit un peu plus clair. Alors, vous dites, à bien y regarder, le robot réunit dans un même objet 4 facultés principales: la polyvalence, la capacité d'interaction, l'autonomie décisionnelle et l'aptitude à l'apprentissage. Est-ce que vous pourriez, assez rapidement, mais reprendre un peu ces 4, juste expliciter un peu ces 4 composantes, ces 4 qualités du robot, donc la polyvalence. Donc la polyvalence, ça c'est surtout vrai pour les robots, les robots humanoïdes, mais même les robots en fait industriels. La grande nouveauté du robot industriel, c'était qu'il n'était pas dédié pour une tâche en particulier. Il est conçu pour faire des mouvements sans vraiment qu'on sache à quoi ça sert. Tout ingénieur vous dira, faites-moi un cahier des charges sur ce que tu veux faire avec ta machine et après je te construis ta machine. Et en fait, avec le robot, on décrit les tâches à un niveau supplémentaire. On ne dit pas, je veux une machine pour visser des vis sur une roue de voiture. On dit, je veux une machine polyvalente qui serait capable de manipuler des tas d'outils. Donc on est à un niveau méta, je dirais un niveau d'abstraction supérieur dans la description de ce que doit faire un robot. Et c'est toute la difficulté quand après on fabrique un robot, parce qu'on n'a pas imaginé toutes les capacités, toutes les tâches qu'on pourrait lui confier. Et donc c'est pour ça que le robot doit être polyvalent et c'est ça qui fait son intérêt. Alors vous dites que le robot c'est à la fois de la mécanique et de l'intelligence, ou de la mécatronique et de l'intelligence artificielle. Alors l'aspect mécatronique, on voit à peu près, hein, c'est des boulons, des machins, enfin bon, des matériaux et de l'électronique. Mais l'intelligence artificielle, c'est une matière en mouvement, c'est de la data, c'est des algorithmes. Et alors là, vous parlez sur un certain nombre de... Tout ça est sur plusieurs chapitres, hein, donc c'est résumé, c'est compliqué à faire, mais il faut bien commencer par faire un peu cet état des lieux du robot, si je puis dire. C'est de l'apprentissage par renforcement, c'est des réseaux de neurones, c'est du deep learning. Expliciter un petit peu déjà ces concepts-là. Alors, l'intelligence artificielle, ce que vous avez cité là, c'est différents outils pour faire de l'intelligence artificielle. On fait de l'intelligence artificielle depuis très longtemps. Quand moi j'ai fait mon DEA, à l'époque, on parlait un petit peu de réseau de neurones, mais on parlait surtout de comment traiter des informations sémantiques, par opposition aux ordinateurs qui font des opérations sur des 1, des 2, qui font des opérations très très rapides. L'idée de l'intelligence artificielle, à l'origine, c'était de manipuler des informations qui étaient plus sémantique, c'est-à-dire par exemple dans le cas du médical, on disait voilà une personne qui a mal à la gorge et puis qui a les yeux rouges, alors elle a un rhume. Donc on avait des règles et on codait ça dans l'ordinateur manipulait les mêmes règles que le médecin.
Donc ça a été une partie de l'intelligence artificielle au début, à base de règles. Après, il y a eu la partie traitement des données. Donc c'était là le robot qui reconnaissait une balle rouge, c'était le robot qui allait vers la lumière. Donc c'était des choses qui étaient très très simples. Aujourd'hui, ça nous paraît tout ballot, mais voilà, dans les années 80, ça c'était de l'intelligence artificielle parce que la perception entraînait le mouvement des moteurs. Donc cette boucle-là, entre la perception, la prise de décision et l'action, c'est ça qui va faire le robot. Et cette partie prise de décision, elle peut se baser aussi après sur les technos dont vous parlez, par exemple les réseaux de neurones. Donc les réseaux de neurones, c'est quelque chose qui a été inspiré du fonctionnement du cerveau, qui est que chaque petite bille de raisonnement fait une opération très très simple, et après elle passe son résultat à un réseau supérieur, et petit à petit on va adapter la réponse de chacun de ces niveaux pour que la sortie qui soit produite soit celle qu'on attend en fonction de l'entrée. Alors c'est un peu théorique. Mais vous racontez des choses troublantes. Par exemple, vous dites, en parlant de l'apprentissage par renforcement, vous dites, en grossissant le trait, il faut imaginer que le système ne comprend pas ce qu'on lui demande et répond n'importe quoi. Comme nous lui indiquons que nous ne sommes pas contents, il lui propose autre chose jusqu'à que cela nous convienne. Exactement. C'est là où on voit qu'il y a, dans cette intelligence artificielle-là, aucune sémantique. Quand le robot, vous lui montrez une image de pomme, au début, il va dire que c'est une banane, et vous allez dire que c'est pas bien, et voilà, et vous allez jamais lui dire qu'une pomme, c'est quelque chose qui est accroché à un pommier, qu'on mange. Voilà, donc c'est juste purement physique, sa réaction va être extrêmement primaire, et en effet, et le renforcement, c'est vraiment très, très facile à comprendre. On dit au robot, c'est pas ça, c'est autre chose. Et alors, comme il peut faire des millions de fois l'expérience, petit à petit, il va converger vers la bonne réponse. Alors, on l'a dit tout à l'heure, d'Automate, le robot est devenu joueur d'échecs, et puis joueur de Go, et puis joueur de poker. Donc, c'est de plus en plus complexe. On passe du modèle statistique à la stratégie, puis au bluff. Ma question, c'est premièrement, est-ce que c'est une bonne idée d'apprendre à bluffer au robot ? Alors, je connais pas bien le cas du poker. Je connais déjà pas bien le poker en général et cette intelligence artificielle en particulier. Je pense qu'on lui a pas enseigné à bluffer. On lui a dit essaye. Voilà. Et parfois, voilà, c'est comme il va essayer dans ces systèmes-là. Le système va essayer toutes les possibilités. C'est-à-dire, il a 4 as et il va dire je me couche. Voilà. Et puis là, on lui dira c'est pas bien, ça c'est pas très malin. Et puis des fois, il dira j'ai rien, mais je mets au pot, je rajoute. Et puis il va voir que ça marche. Et donc, il se souviendra la fois d'après que quand il a fait ça, ça marche. Et donc, pour lui, il n'y a aucune notion de bluff, il a juste une notion d'expérience. Ouais. J'ai essayé un truc, ça a marché, donc je vais le refaire. Et il n'a aucune conscience du fait qu'il ment. En fait, c'est intéressant parce qu'on voit dans les médias que ce qui a été raconté beaucoup, c'est de dire que on est passé à un nouveau stade où le robot est capable de bluffer. Et pour moi, le bluff, c'est une part de créativité, c'est de l'adaptation, c'est de l'agilité, c'est du. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, en fait, non. Ce que vous dites, c'est pas du tout. C'est simplement que comme il peut calculer des millions de scénarios, y compris ceux du bluff, il peut les calculer. Exactement. Voilà. Une machine va faire des choses complètement stupides et il se trouve qu'en face d'un opérateur humain, des fois, c'est ce qui marche le mieux, la réaction stupide. Bon, alors, je réserve mon jugement parce que je ne sais pas si les concepteurs de cette intelligence artificielle ont fait ça, mais moi, ça, c'est une façon, je pense, de le programmer et de dire que dans ces systèmes de planification, de prise de décision, on s'aperçoit souvent que, en effet, c'est pas la solution la plus évidente qui est la meilleure à la fin. Et c'est ça que le système va pouvoir tester, essayer, et puis avec son expérience qui se sera bâtie lui-même, on arriver à des stratégies de cet ordre-là. Et vous dites, il existe donc une limite à leur créativité. En parlant des robots, l'ordinateur ne peut pas, par nature, sortir de son cadre calculatoire. Voilà. Alors il sera jamais créatif ou je pense pas. Enfin, à moins qu'on lui mette des petits germes, voilà. Mais ça viendra de quelque part ailleurs. Ou alors on peut lui demander d'essayer n'importe quoi, mais ça sera toujours l'homme qui va, je pense, initialiser sa créativité. Et puis après, il y a le bug, voilà. Mais le bug, il est rarement créatif. Généralement, le bug, il est destructif et ça marche pas du tout et on se fait taper sur les doigts parce qu'il y a eu un bug dans le système. Mais voilà, en effet, je pense qu'aujourd'hui, si une créativité arrive dans le robot, c'est parce que quelqu'un lui aura donné un indice de créativité. Alors, aujourd'hui, on a inventé le terme, vous dites, de robot collaborateur, c'est-à-dire le cobo, le robot collaboratif dont on parle beaucoup, mais en fait, c'est un terme, on a l'impression qu'on l'a un petit peu inventé pour nous rassurer, pour nous dire, tu vas avoir quelqu'un qui est un collaborateur. En réalité, c'est pas un collaborateur, c'est un exécutant. Il fait ce qu'on lui demande de faire, même s'il le fait très bien, de manière virtuose.
Et donc, y compris même, il va de plus en plus, on l'a dit, commencer à nous remplacer dans tout un tas de tâches. Donc, c'est un collaborateur qui fait plutôt peur pour l'instant. Voilà, ma question, c'est est-ce que ce rêve technologique du Kobo il risque pas de virer au cauchemar, quoi? Alors, moi, je vais vous donner des exemples très simples de robots collaboratifs. Ce sont des robots. Le premier pour lequel on avait été sollicité dans mon travail d'avant, c'était un robot pour aider une personne à rechapper des pneus de camion. Je ne sais pas si vous avez déjà porté une fois dans votre vie un pneu de camion. Enfin, tout seul, probablement pas. Voilà. Et les gens qui font ça, ils doivent trimballer un pneu de camion qui pèse, je pense, une centaine de kilos, et en même temps, ils doivent le sculpter. Donc, le robot, il porte le pneu. Il le tourne, il le met dans la bonne position et le rechapeur fait son travail dessus. Donc le robot collaboratif, il y a un vrai partage de la tâche entre l'homme et la machine. Et c'est en ce sens-là que, alors évidemment, on peut. Et pourquoi c'est plus qu'un esclave, c'est que il y a une vraie complicité entre l'homme et la machine, parce que la machine comprend le geste que va faire l'homme et s'adapte à ça. Donc bon, après c'est vrai qu'on peut jouer sur les mots, mais je pense qu'il y a ce mot cobot est vraiment arrivé dans le domaine de l'industrie, où on veut simplifier, ne garder de l'homme que son expertise, que son savoir-faire, et le délester dans sa tâche tout ce qui n'est pas relatif à son expertise propre. Porter un pneu de camion, quand vous êtes un rechapeur expert, vous allez vous faire mal au dos, mais votre savoir-faire, il n'est pas d'en porter un pneu de camion, il est d'en rechapper le pneu. Alors on va aborder maintenant un peu la question des comportements vis-à-vis de tout ça, enfin comment l'attitude qu'on a vis-à-vis de ces robots, une fois de plus dans les réactions, dans l'imaginaire, etc. Juste, je me tourne vers Éloi pour savoir combien de temps on a, parce que je voudrais pas rater les dernières questions qui sont plus philosophiques, éthiques. C'est ouvert, Nils, on se donne le temps. D'accord. 10 minutes. Non, super. Alors, 7. Ça veut dire que je dois répondre plus vite. Non, répondez comme vous avez envie. Je crois. C'est moi qui vais m'adapter, vous allez voir. Donc, il y a plusieurs courants aujourd'hui qui existent aujourd'hui autour de ces questions donc du futur humain, du cyborg, du robot, du post-humain, etc. Alors, je vais citer quelques termes et je vais vous demander déjà dans lequel vous reconnaissez. Si vous le reconnaissez dans un de ces termes, et puis peut-être juste d'expliciter un peu rapidement, c'est pour les auditeurs. Alors, on parle de transhumanisme, je vais reprendre les mots qui sont dans le livre. Alors évidemment, à chaque fois, c'est expliqué par tout un chapitre, je vous rassure. Voilà, moi, je ne l'ai pas appris par cœur, mais je peux essayer de vous donner les grands. Alors déjà, vous pouvez peut-être me dire celui dans lequel vous reconnaissez. Alors, il y a les transhumains, il y a le post-humanisme, il y a l'extropianisme, ça je connaissais pas, j'ai découvert ça. Le technoprogressisme, dont parle pas mal Laurent Alexandre, si je dis pas de bêtises, le singularitarisme, si vous suivez pas dans le public, vous nous dites. Ouais. Alors après, il y en a deux, je sais que vous serez pas dedans, il y a les néoludiques, qui sont les plus rigolos pourtant. Voilà, et les bioconservateurs. Voilà, donc a priori, vous êtes plutôt dans les premiers. En fait, tout ça, ce sont des espèces de sectes dans lesquelles on se reconnaît pas vraiment. En revanche, dans chacune, au début, il y a une bonne préoccupation. Voilà, le transhumanisme, c'est comment on peut, avec la technologie, aider l'homme à mieux vivre, à se soigner, à garder une meilleure mémoire. Voilà, donc tout ça part d'un bon sentiment. Donc le transhumanisme au début, c'est bien. Après, il y a l'idée que son cerveau, on va pouvoir le mettre dans une machine et qu'on va pouvoir continuer à vivre éternellement. Que l'objet, c'est de faire de la vie éternelle. Moi, bon, après, ce sont des convictions personnelles. Moi, je ne pense pas que notre cerveau se réduit à une pure mécanique ou à une pure chimie, quoi. Il y a un peu plus au-delà de ça. Mais voilà, les gens qui sont convaincus du transhumanisme disent, voilà, on n'est qu'une mécanique, on n'est que de la chimie, donc à terme, on saura tout reproduire de la même façon qu'une créature vivante et pensante. Donc voilà, donc et pareil, les gens, les ludites qui sont absolument anti-technologie, c'est vrai qu'il y a des excès qui sont faits, et ces gens-là doivent attirer notre attention à nous, fabricants de robots, sur les endroits où la technologie nous emmène. L'ingénieur, il veut toujours en faire plus, il veut toujours... voilà, et on doit notre attention doit être attirée par des gens qui nous disent, mais
occupez-vous des vrais combats, des bons combats, et c'est pas parce que vous savez faire quelque chose qu'il faut le faire. Et donc voilà, tout ça, ce sont à la fois des gens qui, dans leurs extrêmes, je ne les suis pas, mais à la base, il y a des préoccupations qui sont très très importantes et que nous, on doit intégrer dans notre offre de nouvelles sociétés qu'on fait via les robots. Alors, vous dites, si personne ne commande aux robots de conquérir la Terre et de détruire l'humanité, il n'y a aucun risque que cela arrive. Est-ce que vous le pensez vraiment? Je le pense vraiment. Nous, tous les jours, nous faisons des robots qui font pas ce qu'on leur demande, et je peux vous dire que à chaque fois, les clients nous tapent sur les doigts. Donc, si je fais un robot qui fait pas ce que je lui demande, je n'arriverai pas à le vendre. Personne me laissera le fabriquer. Mais il peut pas y avoir des cascades de cause à effet qui conduisent à un moment donné à ce qu'une décision qui semblait bonne devient moins bonne. Voilà, de la même que celle qu'un homme peut faire une même erreur. Donc, pour moi, derrière, en tout cas, ça peut arriver qu'un robot fasse une bêtise et que le robot fasse mal à un être humain. Mais il faut voir que derrière, c'est pas parce qu'il a eu la volonté de faire mal à l'être humain, c'est pas parce qu'il se dit je suis une machine asservie, c'est affreux, les programmeurs ils me font pas faire ce que je veux. S'il fait une bêtise, c'est parce qu'il a été mal programmé, c'est parce qu'il y a eu un bug, c'est parce qu'il y a un capteur qui lui a donné une mauvaise information. Donc c'est là notre responsabilité de fabricant de robots, elle est là d'être sûr que le robot se comporte toujours comme on veut qu'il se comporte. Dans certains cas, les gens nous disent, mais avec l'intelligence artificielle qui est de plus en plus sophistiquée, comment peut-on être sûr que, voilà. Elle va monter en compétences de plus en plus, elle va être de plus en plus régalienne, donc à un moment donné... Disons qu'il sera de plus en plus difficile de suivre son raisonnement. Voilà. Aujourd'hui, on donne à l'intelligence artificielle un état, des informations, et elle va prendre une décision. Et un expert du domaine dirait, voilà, mais... Par exemple, quand le joueur de poker, le robot qui joue au poker bluffe, quelqu'un qui le regarde jouer va dire « Mais pourquoi tu fais ça? C'est idiot, pourquoi tu paries alors que tu as juste un 2 ?» Voilà, et parce que le système, il dit parce que j'ai fait d'expérience et à la fin ça marche. Et donc la difficulté qui va nous arriver, c'est comme si vous êtes un joueur débutant, vous comprenez pas que le robot bluffe et donc vous comprenez pas son raisonnement. De la même façon, il y aura peut-être en effet des prises de décision qui seront de plus en plus difficiles à expliquer par l'être humain. Et ça, c'est une des responsabilités des chercheurs de l'intelligence artificielle, de faire des intelligences qui soient transparentes. Et Mady Delvaux, là, dont on citait tout à l'heure, va dans ce sens-là en disant l'intelligence artificielle doit être maîtrisée parce que les concepteurs doivent toujours avoir un moyen d'expliquer rétroactivement la raison pour laquelle un système a pris sa décision. Alors on va arriver effectivement sur cette thématique plus de la responsabilité des robots. Avant ça, on dit que cette intelligence artificielle donc va monter en compétences de plus en plus, puis il y a autre chose qui va se passer, c'est qu'elle va commencer à s'interconnecter. On peut imaginer qu'un jour, on a une sorte de matrice globale, c'est Matrix. Là, à ce moment-là... qui prend la décision à l'intérieur de la matrice? Alors pourquoi votre intelligence artificielle déciderait de se connecter à une autre intelligence artificielle? Voilà. Donc il y a dans le film des Avengers, Tony Stark, il a inventé un super logiciel, super intelligent, et dès que le logiciel il voit une porte ouverte, il s'en va en ricanant, en hurlant comme un fou, en disant je suis libre. Voilà. Mais non, quand on fait une intelligence, on lui demande pas d'aller se promener. Donc de la même façon, le robot aussi se connecte à des objets connectés, et ça c'est très important pour améliorer sa perception du monde et sa capacité à interagir sur le monde. Eh bien, il aura découvert tous ces objets auxquels on lui aura donné un protocole avec lequel il se connecte, et il n'y aura pas de surprise, quoi. Quand le robot il ira se connecter sur l'interrupteur qui est capable d'éteindre la lumière dans votre chambre, c'est parce que le concepteur aura dit mon intelligence, elle a prévu de faire ça. Donc je ne vois pas bien comment un concepteur d'intelligence artificielle pourrait imaginer une intelligence artificielle qui lui échappe et qui ne fait pas ce qu'il veut. Donc c'est vraiment... alors, encore une fois, ce qu'on dit, c'est ça sera tellement compliqué que vous êtes... c'était Paul Jorion qui m'avait dit ça, qui m'a dit, mais parce que en fait, il connaît rien à l'intelligence artificielle, tout ça te dépasse. Bon, alors, peut-être qu'un jour, l'intelligence artificielle sera tellement compliquée à expliquer que les concepteurs ne comprendront pas les raisonnements de leur machine. Mais avant de le mettre dans la nature, on fera des tests. De la même façon qu'aujourd'hui, quand vous faites des médicaments, nul ne sait quels sont les effets secondaires d'un médicament. On ne sait pas modéliser ça. Vous savez que la molécule principale, elle va tuer la maladie qui vous intéresse. En revanche, les effets secondaires, vous ne les connaissez pas. Et c'est très difficile à modéliser. Est-ce que le trading haute fréquence, par exemple, n'est pas un domaine qui montre que justement, quand ça se passe en millisecondes et que c'est juste impossible de comprendre ce qui se passe,
Mais vous voyez bien, je suis d'accord avec vous, mais qui a été l'imbécile? Est-ce que c'est le robot ou est-ce que c'est celui qui a fait du training haute fréquence? Ah oui, alors ça c'est ce que votre livre dit très bien, c'est que le problème moral, éthique, il vient pas du robot. Hein. Voilà. Et donc, oui, les hommes vont faire des technologies qui vont faire des bêtises. Oui, quelqu'un avec sa voiture, il peut écraser des enfants qui marchent sur le trottoir. Voilà. Mais est-ce que c'est de la faute de la voiture? Non. Est-ce que c'est de la faute du constructeur de la voiture? Peut-être. Voilà. Alors on arrive justement à la question. Mais les médicaments, pardon. Voilà, je voulais finir. Oui, parce qu'ils sont mis en circulation et avant d'être mis en circulation, il y a quand même toute une phase. Exactement. De test. Il y a un protocole très long. Et nous, on pense peut-être que c'est une des solutions à ceux qui nous disent mais votre intelligence artificielle, vous êtes incapable de démontrer qu'elle se comporte bien. Soit les scientifiques nous disent nous, on a un moyen de prouver que ça marche bien, soit on fait des tests. On fait des tests et il y aura des protocoles et la législation dira, voilà, avant de lancer une intelligence artificielle sur le marché, vous devez faire un certain nombre de tests et tant que c'est pas fait, comme un médicament, vous n'avez pas le droit de la commercialiser. Alors justement, on arrive sur ce chapitre-là qui est vraiment passionnant. Enfin, moi, j'ai vraiment appris plein de choses sur cette dimension juridique, la législation des robots. Alors, vous commencez par un savoureux oxymore, je vous cite. Vous dites, il n'existe à ce jour aucune législation spécifique visant à encadrer les robots. Il n'y en a aucune. Cela ne signifie pas pour autant qu'il existe un vide juridique béant. Alors, en clair, c'est on essaye d'appliquer du traditionnel sur du disruptif. Voilà. Alors, pour poser un peu le décor, je n'aimerais pas être l'assureur qui aurait à statuer sur la responsabilité d'un robot, sachant que le responsable peut être le producteur du robot, mais auquel cas, est-ce qu'il s'agit du producteur de la partie mécatronique ou de l'intelligence artificielle? S'il s'agit de l'intelligence artificielle et qu'elle est autonome, doit-elle être considérée comme une entité juridiquement responsable? Ou est-ce plutôt le propriétaire qui est responsable, car au quotidien, peut-être qu'il l'a fait évoluer à son contact, ou encore, est-ce que ça peut être l'utilisateur du robot qui en aurait l'usage sans en être le propriétaire? La voiture sans pilote, par exemple, très probablement, il y en a plein qui seront en voiture partagée. Bref, on n'est pas du tout rendu dans cette affaire. Est-ce que le frein, finalement, dans l'évolution du robot, de l'industrie du robot, c'est pas la technique. La technique, on voit que ça va très vite. C'est pas la science, c'est pas les usages. Les gens, ils sont prêts à y aller en courant. Finalement, c'est le juridique qui bloque tout aujourd'hui. Enfin, qui bloque dans le sens positif du terme, hein, peut-être. Je sais pas du tout. Oui, donc qui met des précautions. Et en fait, aujourd'hui, les objets qu'on est capable de fournir, ils sont très loin derrière tout ce qu'on décrit là. Ces questions qu'on se pose là, elles n'ont pas encore, à part pour la voiture autonome, mais encore, on se pose des questions vraiment avant que les problèmes se passent vraiment. Donc sur la partie, un robot qui va apprendre à votre contact et puis qui va... Voilà, aujourd'hui, on commence à avoir des choses qui existent, mais c'est le tout début. Oui. Donc c'est très bien que le législateur se pose ces questions maintenant, parce qu'il est légèrement en avance de face sur nous. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de robots super intelligents qui ne sortent pas à cause de la législation. Tout ce qui peut arriver, c'est des problèmes de certification. Nous, on fait des robots qui ne sont pas super intelligents, mais on fait de notre mieux, mais qui ne sont pas encore à ce niveau de... Mais juste pour pas qu'il y ait de malentendus, parce que quand vous dites de robots, est-ce que vous parlez de robots avec de la mécanique, ou parce qu'il y a aussi le robot purement algorithmique? Parce que celui-là, par contre, il est déjà en train d'agir et d'avoir des conséquences sur le monde, quoi. Oui. Alors moi, je parle plutôt en effet du robot physique. Après, du robot logiciel, il a des conséquences sur le monde. Vous pensez à quoi? Je parlais par exemple au trading. Par exemple, ouais. Il y a d'autres. C'est à peine un robot, ça. Hein, c'est vraiment un automate. On lui dit ça baisse, tu vends, ça monte, tu achètes. C'est ou le contraire. Je sais pas. Mais vous êtes d'accord que ça a des conséquences? C'est-à-dire qu'il prend des décisions. C'est pas vous qui les prenez parce que c'est en millisecondes. C'est quand même moi. C'est quand même moi qui ai donné les règles au robot pour faire ça. Et donc, si le robot il entraîne une catastrophe, c'est parce que le gars qui a programmé ça. Il n'a pas réfléchi à ce qu'il faisait. Alors, on rentre dans les solutions que vous préconisez pour justement mieux faire un peu le ménage dans tout ça. Vous parlez de mieux comprendre les responsabilités en cascade, des systèmes d'assurance qui peuvent être spécifiquement mis là-dessus, de donner une personnalité juridique au robot suivant les cas. Mais vous dites que la prise en compte de l'autonomie décisionnelle de l'intelligence artificielle, là c'est très compliqué et peut-être il y a une bonne idée, ce serait de créer la boîte noire du robot. Oui, ça paraît assez incontournable. Mais voilà, tout à l'heure vous dites j'aimerais pas être un assureur de robots.
pensez aux assureurs de voitures au début. Quand vous assurez votre voiture, c'est vous qui êtes le conducteur, et parce qu'a priori, vous êtes responsable de tout ce qui arrive. Mais votre assureur, s'il s'aperçoit que s'il y a eu l'accident, c'est parce que votre garagiste, il n'a pas changé les pneus alors que vous lui avez demandé, ou alors qu'après on s'aperçoit que il y avait un défaut dans la colonne de direction, c'est le constructeur qui est responsable, qui lui-même va dire c'est mon fournisseur. Donc déjà, cette histoire de cascade de responsabilité, elle existe. Oui. Donc aujourd'hui, vous avez votre robot, vous l'assurez, et puis voilà, si c'est vous qui avez fait une bêtise, que vous avez pris votre robot et que vous avez donné grand coup de robot sur la tête de votre voisin, voilà, ça peut pas être de la faute. Sauf qu'il apprend tout seul, qu'il est autonome. Voilà. Et après, on est donc sur cette partie apprentissage, il est tout seul, il est autonome. Voilà, on cite le cas des enfants et des animaux. Aujourd'hui, c'est vous êtes responsable de votre enfant, il est autonome. Donc on est le père ou la mère du robot. Voilà, vous avez le même type de relation, vous êtes responsable de ce que fait votre robot. Évidemment, c'est pas le robot, c'est pas vous qui faites les bêtises que fera votre robot, mais c'est le vôtre, vous êtes censé le surveiller. Et s'il a un bug? S'il a un bug, grâce à la boîte noire que vous préconisez, je vous en remercie. Si on montre que c'est un bug grâce à la boîte noire, c'est le concepteur de l'intelligence artificielle qui sera. Alors, je ne dis pas que tout ça est simple, mais dans les grands principes, voilà, il y a des choses qui sont faisables. Et c'est pour ça que la boîte noire, la capacité de l'intelligence artificielle d'expliquer son raisonnement, ça participe à cette boîte noire dont vous parlez. Donc tout ça, c'est pour ça que c'est très bien que le législateur se pose ces questions maintenant, pour que nous, scientifiques, technologues, ingénieurs, on commence à mettre dans nos robots toutes ces sécurités, toutes ces traçabilités sur leur comportement. Dernière question, Nils. Alors, j'ai encore une question et après deux, mais très rapides, qui seront plus du ressenti comme ça. C'est ballot, c'était une question. Oui, mais c'est une, voilà, avec des petites extensions. Allez-y, Nils. Alors les avocats, vous le savez, on en parle beaucoup en ce moment, risquent peut-être un jour d'être remplacés par les robots. Watson commence à arriver dans les cabinets d'avocats, et pas que. Idem pour les policiers, puisqu'on voit que dans la Silicon Valley, il y a des robots qui commencent à circuler, qui ont plein de capteurs, etc., et qui sont capables donc de détecter des gens qui auraient des comportements anormaux et donc de prévenir la police, etc. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait voir un jour du Robocop ou du Judge Dredd arriver dans les rues de la ville, c'est-à-dire des machines qui sont capables de faire tout, à la fois arrêter, enfin identifier, arrêter, juger et condamner? Alors déjà, Robocop, soyons bien clairs, c'est un cobot. Il y a un cerveau d'être humain et dans une machine. Ouais. Il est plus proche de Iron Man que de... Ouais. Voilà. Après, Et justement, ce film Robocop, il est super parce que le concurrent de Robocop, c'est l'écho des pisteurs de 109, qui est entièrement automatique. Et donc là, il y a un bug. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film de Verhoeven, où il y a un bug. Quand ils font le test, le robot, il n'a pas été programmé pour fonctionner dans un salon où il y a des gros tapis, donc il n'entend pas le pistolet qui tombe par terre, etc. Donc, voilà. C'est pour ça que... Ce qui veut dire qu'il n'a pas de reconnaissance d'image, soit dit en passant, c'est bizarre ce truc. Oui, voilà. Donc, bon. Mais ça montrait très bien l'intérêt justement du robot coopératif, où l'homme et le robot sont vraiment intimement liés, et c'est l'homme qui prend la décision et pas la machine. Donc après, sur la question de ça soit le même objet qui soit ou la même personne qui soit l'enquêteur, le policier, le juge, voilà. Donc ça c'est un problème de législation, c'est pas un problème technique. Sûrement techniquement on pourrait le faire, mais la législation restera telle que ce sont des corps différents qui font la partie investigation, arrestation, jugement. Alors c'est aussi la désintermédiation avec les robots et on voit que toutes ces chaînes commencent à se... Alors j'ai deux dernières questions très rapidement parce que c'est des questions âme et conscience. En fait, c'est un peu une nouvelle... On tente aussi, on tente des choses. On tente des choses et il prend l'initiative tout seul. Mais en deux mots, du coup. Âme et conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment de répondre en votre âme et conscience, au feeling, comme vous le ressentez. Dieu est-il un algorithme? Non. D'accord. Et un deuxième mot, peut-être. Donc le hasard n'est pas modélisable. Non, je pense qu'on peut le simuler, mais je pense qu'on a du mal à le modéliser. Ouais. D'accord. Deuxième question. Est-ce que vous pensez que l'homme créera un jour une machine qui sera fière de lui? Qui sera fière de l'homme ou qui sera fière de... Qui sera fière de son créateur. Si on lui intègre dedans un algorithme pour évaluer la satisfaction de... Oui, on peut toujours inventer ça si on veut. Hein, moi... Nos robots, ils sont toujours très contents de nous voir et puis on leur met des petits programmes pour dire voilà, merci de m'avoir mis un beau programme comme ça. Voilà. Tout ça est entièrement
appris au robot. En fait, on lui enseigne au robot à être fier s'il doit être fier de quelque chose ou de quelqu'un. Voilà, quand on travaille avec des enfants autistes, le robot il va faire son exercice à l'enfant, et si l'enfant réussit bien, bah, le robot va lui dire je suis fier de toi. Et voilà, et l'enfant il n'est pas dupe, mais ça l'amuse, il est content, et voilà. Donc tout ça est donc l'autoconscience d'une certaine manière, ça peut arriver. Programmé. C'est programmé exactement. Mais là sur le coup sur l'affaire de je suis fier de mon créateur ou je suis fier de voilà, les critères qu'il aura pour être fier de son créateur, c'est le créateur qui les aura mis quasiment. Donc vous voyez, c'est pas vraiment de la génération spontanée de fierté, de sentiments, d'émotions, quoi. Tout ça est appris par le robot parce qu'on l'a mis dans des situations où on veut qu'il... Vous avez vu qu'il y a des startups qui travaillent sur des robots empathiques où en fait ils modélisent les interactions chimiques du cerveau, l'ocytocine, la dopamine, tout ça, et où ils essayent de reproduire véritablement des émotions. Oui, bah nous on le fait aussi. C'est ce que sur notre robot Pepper, on disait que c'était le robot émotionnel. On avait simulé un fonctionnement où quand il voit que vous êtes triste ou que vous êtes en colère, bah lui-même il va être triste et puis du coup il va réagir d'une façon un peu différente. Ça c'est les neurones miroirs aussi qui fonctionnent. Voilà. Ouais. Donc et par certains côtés, nous on n'essaye pas, de faire croire que notre robot a des émotions, mais on dit vous entendrez mieux avec un robot qui vous montre qu'il a compris votre émotion. Et donc, vous accepterez plus à vos côtés. C'est Tisseron d'ailleurs qui dit qu'il y a peut-être de la manipulation. Faire attention à ça aussi. Exactement. Donc, Tisseron, il parle des différents niveaux d'empathie. Il a raison, on ne doit pas aller trop loin. Mais le premier niveau d'empathie qui fait que quand je me pince, le robot fait aïe avec moi, ça me rassure parce qu'il a compris que j'avais mal. Voilà. Alors que s'il me regarde en me disant pourquoi tu cries, voilà, c'est un robot qui n'est pas à sa place, qui n'a pas fait attention à moi. Merci. Merci. Moi, j'ai une question du Digital Society Forum, partenaire de cette émission, partenaire de ces soirées. Le Digital Society Forum, c'est une plateforme collaborative ouverte destinée à donner des clés de compréhension au plus grand nombre sur les impacts du numérique sur nos quotidiens qui sont larges. Alors, je lis la question. Parallèlement aux questions d'éthique, les fameuses lois d'Asimov, en lien avec l'explosion de la robotisation, se pose celle de la fragilité et du hacking possible des écosystèmes robotiques IA émergents. Vu leur possible ampleur, comment ces nouveaux risques sont-ils pris en compte, donc par les constructeurs que vous êtes? On met sur nos robots tous les outils, toutes les protections qui sont aujourd'hui connues dans l'état de l'art de l'informatique. Voilà. Donc on s'est un peu fait tirer l'oreille parce que sur des vieilles versions de nos systèmes d'exploitation, en effet, il y avait des failles que nous avions identifiées et que nous corrigeons. On sera sans doute, comme on sera toujours un cran en retard derrière le plus pointu des hackers. Sans doute, on viendra, comme d'autres, à embaucher des hackers nous-mêmes pour être sûr que nos robots soient bien protégés. Mais le robot, de ce point de vue-là, il n'est pas spécifique. Les problèmes que soulève le robot, les conséquences des problèmes peuvent être différents, mais les problèmes, même la source des problèmes du hacking sont les mêmes pour un robot, pour un ordinateur ou votre téléphone portable ou une voiture autonome. Donc ce sont des problèmes que nous partageons tous dans le monde du numérique et donc il faut qu'on fasse front pour mettre ensemble des standards de sécurité et qu'on se les partage. Vous êtes sollicité pour... je sais qu'il y a beaucoup d'ingénieurs, développeurs... codeurs qui sont, de haut niveau, qui sont sollicités justement par le gouvernement français pour filer des coups de main sur la cybersécurité, tout ça. Comme nous ne sommes pour l'instant que des consommateurs de cybersécurité, on n'a pas aujourd'hui le niveau d'expertise qui justifierait que le gouvernement vienne nous voir nous. Donc nous sommes, comme le gouvernement, en recherche toujours des meilleures protections. Vous voyez la différence, on est des utilisateurs de cybersécurité, on n'a pas encore aujourd'hui... Faire un robot, c'est compliqué. On a développé des expertises qui sont spécifiquement robotiques. Voilà, sur ce point-là particulier, nous allons voir les spécialistes du domaine et on leur demande de nous aider à renforcer les protections de nos robots. Mais très naïvement, on peut imaginer du coup que les constructeurs régulièrement se retrouvent et discutent autour de ces problématiques-là, et peut-être avec une sorte de tutelle interministérielle ou européenne, je ne sais pas. Voilà, aujourd'hui, ça n'existe pas à ma connaissance. Mais en effet, c'est dans ce sens-là qu'il faut qu'on s'arrange, parce que nous sommes tous, de la même façon que dans les fabricants aéronautiques, ils ont des mêmes certificats, ils ont des mêmes standards. Il va y avoir des standards de sécurité.
qu'on partagera tous, et on pourra dire à nos clients, bah, nous, on est certifié telle norme, et donc ça vous rassure sur le fait que votre robot ne sera pas trop facile à pirater. Il n'y a pas de norme ISO robot Si, donc il commence à y avoir la norme 13482, mais qui est plus sur la partie sécurité, donc interaction physique et risque d'interaction physique. Dans le domaine de la cybersécurité, je ne sais pas s'il y a des normes, je pense qu'il y a s'il y a du savoir-faire, il y a de l'état de l'art et il y a des pratiques courantes qu'il faut appliquer. Dans la robotique, la recherche robotique, pour vous, le toit du monde, c'est quoi? C'est Google X, Boston Dynamics, c'est de ce côté que ça se passe? Alors Boston Dynamics, Boston Dynamics, donc c'est une boîte américaine qui travaille beaucoup pour l'armée américaine. Les machines qu'ils font sont en effet des machines qui nous font rêver et qui font peur aussi. Et qui font peur, voilà, qui font rêver dans leur performance. Et merci, et qui font peur dans leur apparence. Ce sont des machines qui font quoi pour que ce soit? Ah bah il y a Big Dog, il y a des robots humanoïdes récemment. Ce qui est très fort chez Boston Dynamics, c'est qu'ils gèrent, comme leur nom l'indique, la dynamique. Donc les robots sont très très dynamiques, ils maintiennent leur équilibre dans toutes les conditions, ils marchent sur la neige, ils marchent sur la glace, et on ne peut pas les faire tomber quasiment. Oui. Et ça, c'est très très bien. Nous, voilà, donc là alors en revanche, le défaut de Boston Dynamics, c'est que ces machines, elles sont très grosses, elles sont très chères, elles sont invendables, à part à des militaires. Donc, ils ne nous font pas rêver sur ce côté-là. Ils n'ont pas réglé du tout le problème de l'empathie, de l'acceptabilité sociale et de l'acceptabilité financière. Donc voilà, donc c'est un de nos modèles sur certains critères, sur d'autres c'est un repoussoir. Et en même temps, il y a un truc complètement fou, c'est que vous avez vu cette vidéo certainement sur YouTube où on voit un des robots de Boston Dynamics qui est assez moche, qui fout les jetons, et pourtant il y a à un moment donné un des chercheurs qui vient lui donner des coups de bâton, qui le fait tomber par terre, et il y a eu plein de réactions des internautes en disant mais arrêtez, c'est immonde ce que vous faites subir à ce robot. C'est incroyable l'empathie pour le coup que ça a suscité des internautes. Oui, moi j'ai entendu les deux réactions. Il y a aussi ce robot est vraiment épouvantable pour qu'on ne puisse le toucher qu'en lui donnant des coups de crosse de hockey. Voilà, donc c'est vrai que dès que la forme est humanoïde, chacun y met de la passion et partage. Excusez-moi, je termine le japonais. Je peux lancer une chronique quand même, mais oui. Vas-y, tout. Non, juste pour faire un peu le tour là du coup de la planète, le japonais, je crois, ou coréen, non japonais, qui fait des robots humanoïdes mais hyper ressemblants. Comme Sophia. On en parle au début. Donc il y a Ishiguro. Alors nous, pour nous, on voit ça comme une performance artistique, quasiment artistique, absolument, un tout petit peu scientifique, parce que comment faire pour faire ressembler tous les mouvements d'un visage humain, donc c'est très compliqué, donc il a beaucoup de mérite. En revanche, en termes d'usage et de finalité, voilà, nous, c'est pas du tout quelque chose en lequel on croit. Alors, en plus, il y a le problème il y a une telle différence entre l'apparence de ce robot et son comportement que vous êtes assez mal à l'aise devant cet objet-là, parce qu'il a l'air d'un être humain. En même temps, dès que vous l'entendez parler, dès que vous le voyez bouger, vous voyez qu'il se comporte pas comme un être humain. Mais ça, c'est à l'heure actuelle. Dans les années à venir, ça va évidemment changer. Donc ça, aujourd'hui, on en est là. Et quand ça va changer, ça veut dire que quand vous verrez un objet comme ça, vous êtes incapable de dire si c'est un homme ou un robot. C'est flippant un peu. Ça l'est, absolument. Et c'est pour ça que nous, en tout cas, dans le choix qu'on a fait, c'est de pas du tout aller dans cette direction-là, parce qu'on ne veut pas tromper les gens. Notre objectif, c'est de dire les robots sont là pour vous aider. Vous pouvez identifier ce robot-là. Il est là pour vous. Vous pouvez lui tourner le dos. Vous pouvez être désagréable avec lui. C'est pas grave, c'est une machine. Et donc nos robots vont garder une apparence de machine pour que justement on garde cette distance. Et qu'on ne flatte, et c'est une des choses que nous reprochait Serge Tistron en disant vous allez chercher à flatter les gens pour qu'ils s'attachent à vos robots. Voilà, et donc pour éviter ça, on essaye de leur garder une forme qui est jolie, mais qui est néanmoins qui laisse aucun doute sur le fait que ce sont des machines. Et ça, c'est relié à une culture typique occidentale, ou est-ce que j'ai cru comprendre dans l'émission précédente qu'il n'y avait pas la même perception justement en Asie? Après, il y a pour moi les robots qui sont extrêmement ressemblants, comme disait la chronique du 8 mars là, c'est l'intérêt principal, c'est pour les robots sexuels. C'est sûr que si vous voulez avoir des relations sexuelles avec un robot, à moins d'être particulièrement pervers, aller chez Boston Dynamics. Vous préférez avoir affaire à un robot qui ressemble à peu près à un être humain qui a un gros scarabée comme chez Boston Dynamics. Mais voilà, je pense qu'au Japon aussi, il y a le côté, puisque c'est de dont on parle en filigrane, ils sont
très attirés par la performance technologique. En revanche, je pense que eux, comme nous, ils n'ont pas envie de se demander si la personne en face d'eux est un robot ou pas. Et ce qui les amuse aujourd'hui dans un robot qui ressemble à une jeune femme, c'est qu'ils savent que c'est un robot et c'est ça qui est rigolo. Et le jour où ils sauront plus du tout, ils s'en apercevront pas. Et donc, soit ils auront l'impression d'être trompés, soit ils diront c'est même plus rigolo parce que je vois pas la différence. Je m'immisce, je vais lancer une nouvelle chronique, un nouveau rendez-vous avec Ajax Deleuteria qui vient faire une petite chronique de 2 minutes à peu près. Ajax est un touche-à-tout, il est tour à tour comédien, il est reporter, philosophe, historien, et ce soir il est passionné par la Grèce antique aussi, Ajax. Et les robots, on l'a vu avec Aristote, etc. Donc bref, les robots, il adore, c'est la rencontre avec le troisième type. À tout de suite. Ajax, bonsoir, bravo pour ce nouveau petit jeu auquel vous vous prêtez ce soir avec nous. Relativement aisément. Et je vous laisse, voilà, je vous laisse un bon micro, c'est mieux. Et merci. Alors, ô pauvre Prométhée que je suis, les globes suintants de sang, picorés par des corps robots rapaces, sous le regard inquisiteur de C3PO, Dieu Nigo, et pire encore, sous celui de Hal, son homologue antéchristo-robotique tout droit échappé de l'Odyssée kubrickéenne. Moi, dont le seul tort a été de fredonner quelques couplets de cet hymne. Ami, entends-tu le vol noir des corps robots sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds des humains qu'on enchaîne? Moi, résistant juste parmi les justes, qui cachait loin des regards bioniques de ces milices artificielles le Graal prophétique, j'ai nommé Fahrenheit 451 et quelques bribes d'Homère. Moi, qui luttais avec ma chair et mon sang contre ces cohortes d'Atlas, de Sophia, de Nao, pour court-circuiter leur génie programmé, rampant de câble en câble. Moi, Homo sapiens, sapiens, vestige préhistorique, tourmenté de l'Homo artificialis. Pardon, je m'égare. Si peu. Je m'égare, je ne viens pas du futur, on va pas se mentir, et les robots n'ont pas encore pris la mesure de notre monde. Je voulais simplement attirer votre attention sur le fait que ce ne sont pas les robots le problème. Le problème, c'est l'homme. L'homme qui est en train de créer les conditions de sa propre servitude, dont l'intelligence, vantée si parfaite, est en réalité une arme de destruction massive. N'est-ce pas l'intelligence humaine qui a créé la bombe H ? N'est-ce pas encore l'intelligence humaine qui détruit chaque jour un peu plus notre couche d'ozone? N'est-ce pas encore l'intelligence humaine qui s'évertue à déconnecter l'homme de son environnement naturel? Alors non, les robots ne sont pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est de vouloir humaniser le robot. Cet anthropomorphisme-là est dangereux. Le danger, c'est de le faire à notre image. Bravo. Bravo, merci beaucoup Ajax. Vous restez avec nous, Rodolphe, une petite réaction. C'est finalement un bon lien avec ce qu'on venait de se dire juste avant. C'est parfait. Il paraît. Oui, alors la forme humanoïde, elle n'est pas là que pour tromper les gens, elle rend bien des services aussi, quoi. Il faut. Mais en fait, moi, j'ai ce qu'il a dit. Enfin, je souscris totalement, mais c'est ce que vous dites dans votre livre et auquel. Enfin, vous dites la même chose, c'est-à-dire que quand vous dites le problème, c'est pas le robot, c'est l'homme. Si le robot, s'il est mal programmé, c'est pas de la faute du robot, c'est la faute de l'homme. Bah oui, c'est ça la question. Et donc, ça pose vraiment la question de qu'est-ce que l'humain, va faire face à toutes ces technologies et quelle est l'âme de la statue, comme on dit, quoi. Et je pense que ce sont des très bonnes questions pour l'homme de savoir ce qu'il veut faire dans la vie, qu'est-ce qu'il veut laisser au robot et qu'est-ce qu'il veut se prendre à lui, quoi. C'est une question existentielle sur pourquoi on est là, quoi. Est-ce que l'homme ne peut pas se substituer en permanence à Dieu? Non plus. Non plus. Non plus. Pas éternellement, quoi. Alors, il y a un artiste, je cite souvent, excusez-moi, mais j'adore cette formule, il y a un artiste, Jérôme Lanier, qui dit un truc très juste, il dit « On va avoir les pouvoirs de véritables dieux, mais il serait temps de commencer à prendre le job. » Pas mal. J'aurais envie de finir par là, mais non, je finirai pas par là, parce que on a piqué une idée au First, l'émission d'avant, les coups de cœur.
Voilà. J'ai prévenu Rodolphe au tout début de l'émission, donc peut-être que vous aurez un coup de cœur. Il peut être cinématographique, musical, littéraire, il peut avoir un lien avec les robots ou pas, moi il n'en aura pas. Allez-y, on commence par qui? Rodolphe, peut-être, tant que l'idée est là? Oui, alors ça sera cinématographique, mais pas robot, parce qu'on a cité à peu près toutes mes références. Donc je suis très fier d'être allé voir un film philippin qui dure 3h40. Et c'était très bien, même si c'était en noir et blanc et que c'était très lent. C'est une très très belle histoire sur la vengeance et sur l'amour des gens. Et voilà, donc c'était un très beau coup de cœur. Et ce film s'appelle? La femme qui est partie. La femme qui est partie. Ajax? Alors moi, je suis pas non plus allé sur le terrain des robots. J'ai pris une œuvre assez datée, celle de Alan Poe. Non pas les histoires extraordinaires, mais les aventures de Arthur Gordon Pym. Et je trouve que Alan Poe réussit ce tour de passe-passe gigantesque d'être traduit par Charles Baudelaire lui-même, donc pour la poésie du texte. Et l'aventure et le fantasmagorique de cette œuvre, je la conseille vivement. Merci Ajax. Alors, en ce qui me concerne, c'est Blade Runner, parce que c'est un film que j'ai vu quand j'étais ado, ça m'a juste bouleversé, voilà. Et je l'ai revu il n'y a pas longtemps et j'ai adoré une fois de plus. Ça n'a pas vieilli un peu? Ouais, alors il s'avère que justement ils vont refaire un nouveau Blade Runner avec le même réalisateur, peut-être même le même comédien, je crois qu'il va rejoindre voilà. dedans. Ouais. Donc j'ai tout à fait hâte de le voir. Puis j'ai quand même un deuxième coup de cœur, parce que tu n'en as pas, donc je t'en il a une question, il en a deux, il en a trois. Voilà. Et ben mon coup de cœur du jour, c'est Le robot est-il l'avenir de l'homme de Rodolphe Gélin et Olivier Guilhem aux éditions La Documentation Française. Voilà. Et donc on finit par moi et c'est bien normal. J'ai un coup de cœur pour Zéro Pollution de Yannick Roudot. Zéro Pollution, c'est un constat, c'est une invitation également, une invitation au rêve quelque part. C'est un constat glaçant, évidemment, notre monde il est cruel, il est dur, on est au bord du précipice, le précipice est tout proche, on l'a vu avec Paul Jorion la dernière fois. Sauf qu'il y a quand même une belle utopie auquel il faut croire, et l'utopie au début, c'est toujours compliqué d'y croire, d'y adhérer. Mais lui, il nous donne des clés pour vraiment adhérer et pour se lancer dans la 7e révolution. Je regarde si je me trompe pas, la 7e révolution de l'humanité. Zéro Pollution, Yannick Roudot, aux éditions La Mer Salée. Vraiment un livre qu'il faut avoir, qu'il faut corner et qu'il faut annoter. Voilà, c'est la fin de cette émission. Prenez votre agenda. Prenez votre agenda, bien sûr. Parce que, pour vous dire que le 24 avril prochain, nous avons une émission spéciale avec le Forum Changer d'air, une émission qui se fera au Palais de la Découverte. Le 24 mai, nous avons un rendez-vous du futur ici, même, dans les mêmes conditions avec Bernard Stiegler. Le 13 juin, Forum Changer d'air, évidemment, à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et sur un thème fou, le travail aux robots, la vie aux humains. Voilà. La boucle est bouclée. N'oubliez pas le hashtag RDVF, n'oubliez pas les réseaux sociaux. Cette émission, vous la retrouvez évidemment en replay à peu près partout. Merci beaucoup Rodolphe d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Et à très vite, à tout de suite sur les réseaux bien sûr.